bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Les livres sont toujours à la page et à la une. Dans notre émission, on continue à voir, je lis un livre pays, à en parler, et ça reste toujours un événement à venir. C'est souvent à pas feutré que Peggy Lou Garbal vienne jusqu'à nous. Bonsoir Peggy Lou. Bonsoir à tous. Et ce soir, avec elle, il y a Isabelle Waro. Bonsoir Isabelle Waro. Bonsoir. Pourquoi ce choix ce soir ? Bien, pourquoi pas. Mais on connaît... Excellent. Tu veux faire de la politique. Je vais y penser. Parce que Isabelle Waro, on la connaît en tant qu'auteur. Elle vient aussi de sortir de nouveaux ouvrages, très productifs en tout cas. Et puis, bien sûr, participe au 27 avril à cette opération « Je lis un livre pays ». D'accord. Alors, juste rappeler que donc cette opération, merci Hélène pour l'affiche, le 27 avril donc, je lis un livre pays. On réexplique un petit peu ce que c'est comme opération ? Voilà, alors c'est une opération organisée par l'association La Réunion des Livres, donc en soutien avec ses partenaires. C'est la 3e édition. Ça consiste, comme son nom l'indique, à lire un livre pays. Et ce jour-là, donc, toutes les médiathèques, les librairies, les points de vente, les cinémas sont mobilisés pour ouvrir leurs portes aux auteurs pays. On va juste rappeler que donc ça fait suite à une autre opération. Celle-là, c'était j'achète un livre pays, et là, c'est donc je lis un livre pays. Alors c'est la même opération, c'est seulement l'intitulé qui change. Les 2 premières années, effectivement, c'était j'achète un livre pays, et puis après, on s'est dit que pour être vraiment dans la réalité, c'est je lis un livre pays, parce qu'on peut lire en bibliothèque, on peut aussi se faire prêter des livres, voilà. Mais c'est la même opération dans tous les cas. Isabelle Waro, la question c'est: est-ce que les auteurs réunionnais aujourd'hui trouvent un intérêt dans ce genre d'action ? Est-ce que ça a une répercussion au niveau du résultat de votre travail ? Oui, tout à fait. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui en tant qu'auteurs, c'est de communiquer sur nos livres. Donc, à cette occasion-là, ça peut permettre justement de découvrir les nouveautés, de découvrir les livres qu'on a faits, et ça met vraiment une focale qui est très importante pour nous, les auteurs, sur notre littérature et notre création locale. Ça fait combien de temps que vous êtes mis à l'écriture ? Plus de 30 ans. C'est l'âge de Peggy. Donc, presque ça, oui. Ma question, c'est comment on devient auteur déjà ? Eh bien déjà, il faut avoir, je pense, l'envie. L'inspiration aussi, parce que pour tenir dans la durée, il faut sans cesse renouveler son inspiration, chercher aussi des sujets qui correspondent à ce qui se passe dans notre société, dans notre environnement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'on a envie de dire des choses, de faire passer des choses, de faire passer des messages. Et c'est ce que je fais à partir de chacun de mes livres. On va s'amuser à revenir à 30 ans en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire lorsque vous avez rédigé votre premier ouvrage ? Donc c'était les Contes de l'île de la Réunion. Et c'était un premier recueil pour pallier à ce qui manquait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr plein d'histoires, plein de contes, mais des histoires qui nous permettaient de nous familiariser avec notre environnement, de rêver aussi avec lui. Il n'y en avait pas. Donc c'est ce qui m'a motivée au départ. Donc on va se dire que finalement ça tombait plus ou moins au même moment que Oussam Sava, où tes grands-mères racontaient nos histoires. Ben oui, tout à fait ça. C'est ça. Oui. Et je suis sûre que le livre est toujours vendu en librairie. Ah oui. Au départ, c'était les grands-mères qui achetaient. Ouais. Et puis maintenant, ce sont leurs petits-enfants qui en profitent. Tiflafané. La question, c'est que
Mais il pense que, ou, en tant qu'auteur, vous le faites comme tout le monde, c'est-à-dire que on leur rappelle aux histoires que tu racontes à vous, ce que grand-mère te raconte à vous. Oui, ah ben oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. La grand-mère, la nénène, et puis les histoires que moi l'avais lues dans un magazine, il appelé à l'époque, et qui existe encore, qui appelait Guétali. Ah, Guétali. Oui, c'est la première revue. Je crois que c'était vendu à la sortie de l'église. C'est ça, c'est ça. Et donc moi, tous les d'ailleurs. mois... C'est toujours vendu à la sortie de l'église. Ouais, D'accord. Ah, écoutez, comme ça, j'ai beaucoup vieilli et j'ai pas vu passer le temps. Et donc, c'est dans ce Guétali-là que j'ai découvert aussi les premières histoires créoles écrites. Parce qu'il y en avait à chaque fois, quoi, à chaque C'est vrai numéro. qu'écrire en créole, parler en créole à l'école, il y a 30-40 ans, c'était quelque chose d'inconcevable. Oui, même si en ce moment, on y travaille sur un livre qui a été écrit au 19e siècle en créole. Donc il y a eu des livres avant, mais c'est vrai que c'était pas non plus populaire. C'était très, j'allais dire épisodique, même très exceptionnel, je pense. Oui, puis en même temps, c'était très critiqué. D'accord. Ça a mis longtemps pour être accepté, l'écriture des livres en créole. Mais moi-même, j'arrive pas trop à écrire en créole, donc j'écris en français. Puis quand c'est en créole, je préfère demander à quelqu'un de me le mettre en bon créole. On va juste faire un petit clin d'œil à ce billet d'humeur qui était à la une du témoignage à l'époque, quand il est encore imprimé en papier. Ce billet d'humeur écrit en créole, c'était un des rares, je crois, une des rares publications qui avait donc à l'époque, même si c'était très politique, témoignage étant l'organe du parti communiste à l'époque, mais c'est vrai que c'était c'était assez bizarre de voir ça comme ça chaque matin, de voir écrire en créole, et c'est Justin, je crois. Oui. Oui. C'était Justin qui donnait son avis sur quelque chose. Ouais. Et Isabelle Waro, comment on enrichit son imaginaire, comment on enrichit l'imaginaire des autres, la mémoire collective, comment on fait pour justement sortir un ouvrage sur les contes de l'île, parce que hormis l'histoire artisan, Grand Diable et Grand-mère Cale, un peu Citaram peut-être, il n'y a pas grand-chose, hein. Ben moi, justement, au départ, j'ai choisi de ne pas écrire sur ces personnages qui appartenaient à la mémoire collective et de chercher, soit dans l'histoire, puisqu'on a eu quand même des auteurs comme Le Comte de Lille, qui a écrit sur le marronnage. Oui. Il y avait des histoires d'esclaves, en particulier Anchin et Eva. Donc il y avait déjà des choses qui existaient. Mais à partir de là, c'était de se poser des questions. Par exemple, j'ai écrit une histoire qui s'appelle le Jardin des délices, je crois, je sais plus exactement, sur la papaye. Donc c'était aussi les origines de tout ce qui est arrivé à La Réunion. Donner donc, personnifier les fruits. Par exemple. D'accord. Et donc, c'était de se demander donc d'où venait ce qui fait notre culture aujourd'hui. Et à partir de ce questionnement, aller chercher aussi dans les histoires indiennes, dans les histoires africaines, les histoires malgaches. Et aussi, dans les petites histoires qu'il y avait sur les lieux de La Réunion, puisque dans différents lieux, il y avait des histoires. Style... Anchin. Simon Greff, voilà. La forêt de Tapcal avec Anchin et Eva, oui. Entre autres. Donc, on voit que, d'ailleurs, après qu'on regarde, Silaos, le nom est d'origine malgache, Salazie, comme Mafat d'ailleurs, les trois cirques, les noms sont d'origine malgache. On voit que notre histoire est liée quand même à des moments particuliers de la construction de notre histoire, finalement. Oui, des moments forts et tragiques qui continuent à nous marquer. Et un écrivain, il est aussi là pour mettre des mots sur les mots, les douleurs, les souffrances. Donc c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à notre histoire, ce qui est vraiment très important, je trouve, aujourd'hui, et en même temps de se familiariser, de la regarder autrement, avec un nouveau regard. Peggy-Lou, aujourd'hui, on travaille encore de cette façon-là, c'est-à-dire que d'aller chercher dans l'imaginaire, d'aller chercher dans la tête des gens, des gens qui sont généralement autour de nous, la grand-mère, le grand-père, le vieux monsieur du coin, le vieux tonton du coin. On travaille toujours comme ça, ou la nouvelle génération est beaucoup plus dans la recherche, dans les archives, parce que les archives aujourd'hui sont accessibles. C'est plus cette façon de travailler aujourd'hui ? Peut-être un peu des deux, parce qu'évidemment, aller chercher dans la tête des gens, c'est bien aussi. Et puis après, évidemment, on peut compléter avec des enquêtes, des archives, les vieux en allant journaux sur les lieux, voilà, les journaux. Mais après, c'est vrai que la parole des gens aussi
l'oralité, c'est important aussi pour l'imaginaire. Et la question encore aujourd'hui, on voit là, on vient de baptiser deux pics, on va dire deux sites autour du volcan. On a Anne-Mousse et l'autre, j'ai oublié le nom. Daniel C'est Honoré. Daniel Honoré, oui. C'est Daniel Honoré? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui, oui, Lui, par contre, je l'ai connu un peu plus. oui. Et la question, c'est aujourd'hui, on voit de plus en plus partir je dirais, les mémoires de notre histoire, comme l'a été Daniel Honoré, entre autres. On voit que quelque part, c'est aujourd'hui un devoir d'essayer de capter un maximum de données, d'informations, d'histoire. On le voit, ça reste très flou, l'histoire de Zélindor et de Cala, par exemple. On a du mal. L'histoire de Furcy, qui va être envoyé, enfin, qui va partir, ou qui va être envoyé à Maurice, qui trouvera sa liberté là-bas. C'est pas évident. Et je veux dire, avoir accès à l'histoire de la Réunion, on a l'impression que même si c'est ouvert, soit le public ne s'y intéresse pas, soit on a du mal à communiquer l'histoire. Alors, est-ce que le public ne s'y intéresse pas? Je ne sais pas. C'est peut-être plutôt dans la manière de communiquer l'histoire. On parlait de Daniel Honoré. Et c'est une grande perte pour la Réunion. Il a laissé une œuvre derrière lui. Donc il y a une mémoire aussi qui va rester. Je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à cette histoire. On le voit par exemple lorsqu'on a parlé de Maloya, il y a eu Gramoun Baba, Gramoun Lélé, Gramoun Bébé. Toute cette génération-là s'en va, il reste Firmin Vitry, qu'on a eu sur ce plateau il y a quelques temps. Il reste Gramoun Sello, lui était avec Roseda dans les années 80. Aujourd'hui, il a créé son... Il chante lui-même, il a son groupe. On voit partir, il reste René-Paul Elara, qui aujourd'hui, lui, est à la retraite, mais bon, il continue à apporter... cette jeune génération des années 80, comme l'a été Oussama Savat, Tikok Velay, également Aziz Kakan, Gilbert Pugna, devient les arcs-boutants de cette culture, finalement, et c'est quelque chose qui est naturel aussi. Comment, justement, faire pour prendre tout ça, parce que même quand on écoutait Gilbert Pugna chanter Cala, que ce soit cette chanson qu'il a écrite en 77 ou celle d'après, je veux dire que quelque part, il faudra aussi que des gens soient là pour montrer, pour continuer à faire vivre le Géco, le Caméléon, c'est les livres pour enfants. Ce devoir de mémoire aujourd'hui, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est presque une urgence. En vérité, c'est tout le temps urgent. D'accord. Depuis tous ceux qui nous ont déjà quittés, qui ont parfois laissé des traces. Et donc, ce qui est le plus important, je trouve, moi, c'est la transmission. C'est-à-dire que je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention, on ne met pas suffisamment l'accent sur des gens qui ont des choses encore à dire. Et du coup, on ne garde pas leur mémoire. Et puis après, on dit, ah ben ça y est, il est parti. C'est la bibliothèque qui brûle d'Afrique. Et donc, il y aurait un vrai travail de documents à créer sur toutes ces personnes-là, ce qu'ils ont à dire et ce qui n'est pas fait suffisamment. D'accord. Lorsque Namin Dicap est parti, la Doge a dit qu'il faut... Comment il dit ça, les cocos blancs? Il fallait faire quelque chose avant qu'ils s'en aillent. Ben oui. Parler d'eux. Dans les livres, aujourd'hui, quand on parle aux enfants, c'est aussi cette passerelle qu'il faut construire entre les générations, que certaines générations n'en ont pas eu d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que les enfants, c'est le monde de demain. Mais par exemple, un parent qui va lire l'histoire à son enfant, eh bien, lui aussi va participer à cette transmission et il va créer un intérêt pour la littérature locale, parce que la difficulté aussi que nous avons, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de promotion de notre littérature. Et du coup, les gens ne savent même pas quand on a des nouveaux livres qui sortent. C'est un peu un paradoxe aussi, Payelou, quand on regarde là où ça a quand même bien... C'est vrai qu'aujourd'hui, le public réunionnais, d'une manière générale, est friand de contes, on le voit, avec la femme de Gilbert Pugna, Annie Grondin. On le voit avec Andoche, on voit avec pas mal de... Et puis on voit avec aussi, il y a Clovis Etchendas à Saint-Leu, il est guide, mais il apprend à raconter les histoires. Et là, c'est pas dans les livres, c'est l'oralité. Oui.
Est-ce que cette oralité-là, il faut le mettre dans un livre? Ben moi, je suis conteuse aussi. Hein. Ah, d'accord. Donc, je joue avec les deux. Alors, quelquefois, je raconte avant d'écrire, et quelquefois, j'écris, après, je raconte. Oui, il y a une différence entre le moment où vous racontez et le moment que les gens vont lire. Il y a une différence. Ouais. Et vous êtes beaucoup plus écouté lorsque c'est vous qui racontez, parce que vous mettez... Là, on vous voit raconter. Oui, voilà, parce que moi, en général, je raconte ce que j'ai écrit ou ce que je vais écrire. Et donc, bien sûr, ça rend vivant. Et c'est vrai que le conte, même si on raconte la même histoire, n'est jamais raconté de la même manière, parce que ça dépend complètement de son public. Ouais. Des fois, je raconte en français, des fois, je fais en créole, des fois, je mélange. Et donc, ça permet de donner envie, parfois, d'aller lire. Donc, c'est une bonne passerelle aussi. L'un nourrit l'autre, en fait. Ouais, ouais. L'oralité, on peut passer à l'écrit et inversement. Piguilou, c'est déjà essayé au conte? Oui. Ah ben oui. Oui, je compte un petit peu aussi. Je pense que c'est important aussi quand on écrit de passer par l'oralité. J'ai fait un stage de raconteurs d'histoire. Et c'est vrai que quand on raconte une histoire à l'oral, évidemment, c'est pas pareil que dans un livre. Et c'est vrai que l'oralité nourrit mes écrits et inversement. Et justement, comment lier les deux? Comment faire en sorte que le public s'intéresse aussi bien au livre qu'au conte, et que dans ce rapport qu'il y a entre l'écriture et l'oralité, finalement, l'histoire, d'une manière générale, les contes de la Réunion, l'imaginaire, puisqu'on fait toujours appel à l'imaginaire, que cet imaginaire-là continue à se transmettre de génération en génération. Oui, ben moi je pense qu'il serait très important, il y a l'opération Je lis un livre pays, d'avoir des moments d'écoute de lecture. L'année dernière, j'ai lu une de mes pièces de théâtre qui s'appelle Tapcal, et donc le public est vraiment intéressé à écouter. Et quand ils écoutent, ça donne aussi envie de lire. Donc c'est important de pouvoir proposer des moments de rencontre avec la parole, à partir du livre aussi. Donc c'est une autre façon de transmettre les mots et de transmettre l'envie de lire. D'ailleurs, l'opération Je lis un livre pays se décline. Hein. Il y a il y a des rencontres avec des auteurs, il y a du théâtre, il y a des contes, il y a aussi l'oralité qui est dans cette opération. D'accord. Alors, comme il nous reste quelques 4 minutes avant la fin de l'émission, on va juste présenter cet ouvrage. Donc, Isabelle Loireau va nous dire quel est le titre de cet ouvrage. Donc, mais pourquoi donc le gecko porte-t-il les couleurs de l'arc-en-ciel? Et il fait suite à mais pourquoi donc le requin marteau est-il marteau? Donc, c'est une collection des livres du pourquoi. D'accord. Et l'autre qui est là? Et l'autre, c'est pour les tout petits, pour qu'ils découvrent l'île à travers des éléments essentiels et à travers les 5 sens. C'est un paradoxe de se dire ça, mais on fait de plus en plus de livres sur l'île, et ça veut dire que le Réunionnais n'a plus envie de se balader, de traverser son île pour aller voir, ou c'est de dire c'est vous qui apportez l'information, parce que il ne pourra pas tout voir. Non, mais moi, je pense que moi, par exemple, ce que j'apporte, c'est le rêve, la poésie, l'imaginaire. Et peut-être mon projet, c'est de vraiment changer le regard sur l'île, de manière à ce qu'on l'aime davantage, qu'on la protège aussi. Ah, on peut encore l'aimer plus, là? Oui, on peut l'aimer plus en la respectant mieux. Je suis d'accord. Ça, voilà, c'est ça qui est important, Ouais. parce que je suis un peu une éco-écrivaine, D'accord. puisque je me bats aussi pour que cette île-là, on l'aime davantage, on la protège, en particulier dans la relation que nous avons avec notre nature. Un photographe va choisir, ou un cadreur, un caméraman va choisir des angles pour essayer d'apporter un autre regard au téléspectateur, à celui qui regarde. Comment un écrivain ou une écrivaine fait pour changer un peu le regard de l'individu, du lecteur, pour qu'il voit, qu'il ait le même regard, qu'il ait un autre regard plutôt sur cette même chose, et qu'il voit encore plus de dimensions, encore plus de beauté finalement. Ouais. Mais c'est ça justement la maîtrise de l'écriture, la beauté des mots, la poésie, et puis cette passion, cette inspiration qui nous inspire, enfin moi qui m'inspire en particulier, et qui fait que la personne qui va lire, elle va plus voir les choses de la même manière. Et quand j'arrive à obtenir ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ça aussi le but de cette opération Je lis un livre pays, c'est montrer que l'auteur réunionnais ou l'auteur réunionnaise a cette capacité justement d'amener cet autre regard, de montrer que finalement cette île, on peut la regarder sous tous les angles finalement.
Oui, il y a ça aussi, et puis montrer aussi que l'île regorge d'auteurs, d'éditeurs, qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est aussi pour soutenir l'économie du livre à La Réunion. Et effectivement, on s'aperçoit, là c'est la 3e édition, qu'il y a beaucoup de monde qui se fédère autour de cette animation, enfin de toutes ces animations autour de l'opération Je lis un livre pays. Et déjà, le programme se met en place. Donc, vous pouvez suivre le programme sur la page Facebook Je lis un livre pays. Vous pourrez avoir toutes les dates et tout ce qui se fait lors de cette opération. Merci. Merci. Merci à vous. Merci Isabelle Moreau, ça a été un plaisir en tout cas d'échanger là-dessus. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.